suis Marie Viseau du Figaro. C'est un plaisir pour notre rédaction de participer à cet événement avec vous cet après-midi pour ces entretiens enseignants-entreprises. Alors, on attaque après le déjeuner sur le sujet de l'éducation et des compétences dans l'Union européenne et en France, avec, pour notre plus grand plaisir, Clément Beaune, qui est haut-commissaire à la stratégie et au plan, Estelle Sauvard, à ma droite, qui est présidente du groupe Alpha, et David Hélard, qui est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. On va rentrer très vite dans le vif du sujet. Il est vaste, les enjeux sont immenses, c'est pas à vous qu'on va l'apprendre. Côté éducation, hein, on en parlera ensemble certainement. Nos étudiants français sont plutôt mal positionnés dans les classements. Côté compétences, on sait que l'insertion sur le marché du travail se complique et va continuer à se compliquer. Et côté marché du travail, pour boucler la boucle, nous connaissons déjà aujourd'hui des difficultés et des tensions sur le recrutement des talents et de la main-d'œuvre. Voilà, donc vaste sujet. Et une fois qu'on a dit ça, alors je me tourne vers Clément Beaune. D'abord, on a un premier constat, et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est la démographie qui permet peut-être un peu une big picture pour commencer cette table ronde. Elle va avoir un impact énorme, à la fois sur l'éducation et le marché du travail. Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Je salue l'Institut de l'entreprise et Pierre-André de Chalandard. Merci pour ce partenariat, puisqu'on travaille régulièrement ensemble pour essayer de valoriser aussi un certain nombre de travaux qu'on fait qui peuvent intéresser l'Institut et toutes celles et ceux qui participent aujourd'hui. Ravi de retrouver Marie Viseau et de faire cette discussion. Et j'ai à côté de moi de meilleurs spécialistes des compétences que moi. Donc je vais essayer d'éclairer par quelques travaux récents qu'on a pu conduire effectivement sur la démographie. Alors ce n'est pas un sujet de compétences en soi, mais ça a évidemment un impact sur notre appareil d'éducation et de formation, en France comme ailleurs en Europe, sauf qu'en France, je pense que jusqu'à récemment, et je dirais même jusqu'à aujourd'hui inclus, on pensait qu'on était épargné par le décrochage démographique qui concerne les autres pays européens. Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais pour donner quand même un chiffre, une année plus exactement, cette année, c'est en 2025, alors que les dernières prévisions de l'INSEE, qui sont assez récentes, qui étaient les plus complètes, disaient que c'était plutôt vers le début de la prochaine décennie, qu'on atteint ce qu'on appelle un solde naturel négatif, c'est-à-dire qu'il y aura cette année, et probablement les années suivantes, plus de décès que de naissances dans notre pays. Alors il y a d'autres paramètres, il y a la mobilisation de la population active pour travailler. C'est nos débats d'actualité, on en reparlera peut-être, les retraites, l'âge d'entrée sur le marché du travail, c'est la question de l'immigration économique, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est un constat démographique. Et nous entrons, si je puis dire ainsi, dans le club majoritaire des pays de l'Union européenne, puisque 20 pays sur 27, dont la France cette année, ont un solde naturel négatif, c'est-à-dire ont plus de décès que de naissances. Ce n'est pas juste une mauvaise année, c'est une tendance lourde. Et c'est la première fois depuis 1945. Et la prévision actuelle, et elles ont plutôt été démenties négativement jusqu'à présent, donc elle sera peut-être encore plus défavorable, cette réalité démographique, c'est que c'est au début de la prochaine décennie, 2033-2035, peut-être un peu avant, que la population active elle-même va commencer à décroître. Donc il faut bien sûr des compétences, de la formation et les bonnes compétences, on en reparlera, je n'en doute pas, mais on a un sujet de nombre, c'est-à-dire qu'on va avoir un impact massif dans l'école, le collège, le lycée, l'enseignement supérieur et le marché du travail, ce que Maxime Sbailly, un économiste spécialiste de la démographie, dans une note qu'il a faite pour le plan récemment, a qualifié de marée descendante. Et on le voit, je le dis sous le contrôle, votre contrôle, monsieur l'inspecteur général, on a fermé, je crois qu'on ne se rend pas bien compte, mais je le dis devant les professeurs, on a fermé en France, entre 2010 et 2025, 6000 écoles. Pas classe, écoles. Principalement maternelle et primaire. Donc c'est une transformation massive. Ça ne veut pas dire que tout est négatif. Il peut y avoir une amélioration des taux d'encadrement, il peut y avoir un recentrage sur certaines compétences, il peut y avoir des classes plus petites, etc., etc. Mais on va quand même avoir un sujet considérable, ce qui veut dire, si je traduis sur le marché du travail, deux choses. D'abord que l'arrivée de cette génération moins nombreuse sur le marché du travail, ça a commencé et ça va s'amplifier. Donc là aussi, ce n'est pas un phénomène temporaire. Et que ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement des métiers en tension, hein, on entend beaucoup, notamment post-Covid, cette idée qu'il y a des secteurs ou des métiers en tension. On fait même des listes de métiers en tension pour essayer de repérer les endroits où il faudrait orienter la formation, faciliter les recrutements, etc. Ça deviendra en fait tous les métiers, pour faire simple.
Non. Je prends un exemple qui peut paraître extrêmement loin de la question démographique. J'ai échangé l'autre jour, on en parlait, cher Pierre-André, avec l'ancien chef d'état-major de nos armées, qui disait, même avec des moyens supplémentaires, et il y a des moyens supplémentaires, tant mieux pour nos armées, on en a besoin, on n'arrive pas à atteindre dans l'armée de terre, plusieurs années de suite ces dernières années, les objectifs de recrutement, parce qu'on a tout simplement des générations moins nombreuses, et toutes choses égales par ailleurs, il faut essayer d'attirer plus de gens dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel métier. Donc ça, c'est quand même une transformation qui est massive, et on peut se dire, on va inverser la courbe en quelque sorte, on va essayer de rétablir une démographie meilleure, et je pense qu'il faut l'essayer, par des politiques, on appelle ça comme on veut, familiales, natalistes, etc. Il ne faut pas se leurrer. Un, ça ne se fait pas tout de suite d'un coup, et deux, c'est pas toujours efficace et il ne suffit pas de faire d'échecs. Et on le voit d'ailleurs dans tous les pays européens, même des pays qui ont des politiques très assumées en matière familiale. C'est long, c'est compliqué, c'est très incertain d'arriver à relancer une natalité parce que c'est un phénomène, on peut discuter de ses causes très profondes, ça serait sans doute trop long, mais très puissant. Et donc, moi, j'insiste beaucoup, quand on parlera évidemment de compétences, d'éducation, de marché du travail, il y a une donnée démographique très importante qui fait que, et j'ouvre de manière provocatrice la discussion. La première question des compétences, ça va être d'avoir assez de personnes sur le marché du travail et donc de travailler un peu plus longtemps dans la vie. Un sujet qui sera débattu cet après-midi même par notre Assemblée nationale. Bon, alors face à ce constat, pas complètement réjouissant quand même, hein. En tout cas qui soulève pas mal d'enjeux. Il faut l'investissement dans les compétences, vous l'avez dit, et Estelle Sauva, d'autant plus que même s'il y a des coups de canif, hein, et on en reparlera, la question budgétaire en ce moment, évidemment vous en avez tous entendu parler, nous avons un soutien à la formation et à la formation professionnelle qui a servi de modèle dans d'autres pays, hein, vous en parlez régulièrement. Cet investissement dans les compétences, vous estimez évidemment qu'il est complètement essentiel. Oui, alors merci aussi et également. Je rejoins Monsieur le ministre, Monsieur Beaune et au commissaire aujourd'hui sur les remerciements et en tout cas le fait d'animer ce type de débat autour des compétences parce que le moment est absolument crucial. Aujourd'hui, à l'aune du budget qui se prépare et qui est en discussion à la Commission européenne sur l'investissement dans les compétences. Moi, j'ai eu par le passé l'occasion de commettre un rapport absolument essentiel sur la question du devoir d'investir assez massivement avec donc des euros, hein, selon les trébuchants, comme un enjeu majeur qui a été et qui a inspiré d'abord les politiques nationales sur la formation professionnelle, dont le gouvernement s'est saisi en 2017. À cette occasion, j'ai engagé les 15 milliards d'investissements en tant qu'ancien haut commissaire, avec ces inspirants qui ont été retenus autour des enjeux de l'apprentissage, d'un plan massif dans l'investissement et d'enjeux relatifs aux besoins de démocratisation, c'est-à-dire de prise de conscience par tous les Français d'un devoir urgent, crucial, de prise de conscience, de devoir se former pour chacun. Donc oui, on a été inspirant en France parce qu'à ce moment précis, en 2015-2016, il n'était écrit nulle part l'investissement dans les compétences dans l'investissement européen. Et seul au moment de l'InvestEU en 2019, qui a servi au budget 2021, c'est l'inspiration, les travaux menés en France qui ont conduit à une ouverture massive sur ces sujets. À l'époque, on ne parlait que 10 milliards pour l'investissement dans les compétences. On va parler de 148 milliards aujourd'hui pour le budget qui arrive dans 2 ans, éducation et compétences. Donc effectivement, le levier financier est absolument indispensable si on veut pouvoir d'une certaine façon équiper les individus, équiper les écoles, équiper l'éducation à un moment ciseau. Le rapport Draghi a mis cela en lumière. Le moment ciseau, c'est le moment démographique et le moment lié aux technologies qui se croisent. Ce double phénomène appelle à une réorganisation majeure du pays en matière d'éducation. Ça fait aucun mystère. L'Europe parle d'une amélioration de 7% du salaire, du revenu individuel et du maintien en emploi ou de l'amélioration du temps d'emploi. En France, j'ai vu les chiffres autour de 10%. Mais pour chaque année supplémentaire d'éducation réalisée, c'est un devoir urgent au moment où on a 2 superpuissances autour de nous qui sont en train de jouer la compétition incroyable. Si on veut rester dans la partie, si on veut rester la locomotive et pas être le wagon de queue, évidemment,
évidemment, maintenir en tout cas un flux financier est important. Alors j'en parle d'autant plus durement aujourd'hui que, évidemment, et on l'a tous compris, l'instabilité politique que l'on traverse tente à faire tanguer ces politiques. Il n'en reste pas moins que ces mêmes politiques publiques qui ont été des inspirants pour l'Europe. Et donc je reviendrai sur les quelques chiffres. Le PIC, c'est 15 milliards d'investissements, mais ça n'a pas été moins de quasiment 2 millions de personnes ayant eu le bénéfice de cet acquis. Dans les PME, rien que l'année dernière, c'était tout de même près de 2 millions de personnes qui ont d'une façon ou d'une autre bénéficié des dispositifs indirects. Et puis sur le CPF, mine de rien, depuis le début de sa mise en place, c'est 7 millions de personnes qui ont pu d'une façon ou d'une autre accéder à des formations relatives, mais à minima comprendre qu'il était urgent, en tout cas, de se réimpliquer tout au long de la vie sur cette démarche. Donc oui, ces éléments d'inspiration, elles ont servi à la période précédente, et maintenant il est question de la période immédiate dont on parlera, j'imagine, tout à l'heure. Tout à fait, merci. Alors, David Hélard, vous m'avez dit, quand on s'est parlé, le besoin en compétences, au-delà de 5 ans, les professionnels ont du mal à le déterminer. Vous aussi, vous le dites, la démographie va jouer, mais il y a aussi l'intelligence artificielle. Dans tout ça, quand je vous disais qu'il y avait de nombreux enjeux autour de ce sujet, l'intelligence artificielle en fait aussi partie. Est-ce que ça vient brouiller les politiques publiques qui peuvent être mises en place cette multiplicité d'entrées, d'enjeux et de difficultés qu'on a face à nous finalement? Il y a plusieurs éléments de contexte qui rend plus difficile l'identification des bonnes compétences sur lesquelles il nous faut travailler. Il y a effectivement cette grande période d'incertitude où notamment nous, quand on interroge les branches professionnelles, quand on rénove des diplômes, ils ont beaucoup de difficultés à exprimer leurs besoins en compétences au-delà de 5 ans. Ça, c'est une vraie difficulté pour eux de se projeter. Par contre, ils savent très bien nous dire les compétences dont ils ont besoin immédiatement. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui est aussi important, c'est la complexification des systèmes, des organisations qui sont devant nous. On a des bâtiments intelligents, des voitures qui sont de plus en plus complexes à concevoir et à maintenir. Et donc, ça nécessite de se former plus longtemps, plus fréquemment, et tout au long de sa carrière professionnelle, pour réactiver un certain nombre de choses et continuer à monter en compétences. Un autre élément de contexte aussi, et je reviendrai ensuite sur l'impact de l'IA, et puis j'associe aussi le numérique à l'IA. Troisième élément de contexte, c'est un principe de liberté de choix, d'orientation pour nos jeunes. On a une loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui responsabilise chaque individu sur le fait de se positionner sur des formations tout au long de sa formation. Mais dans les processus d'orientation, voilà, les familles et les jeunes ont le choix de se positionner sur telle ou telle formation. Et il faut bien l'avouer que les formations, notamment industrielles, dont on a besoin pour pouvoir alimenter les besoins exprimés par les secteurs économiques, on a du mal, on ne trouve pas le public pour pouvoir alimenter ces formations. On a aussi donc l'impact de l'intelligence artificielle générative et puis du numérique, qui va certainement impacter davantage les métiers en col blanc que les métiers en col bleu. Ça, c'est important. Mais en tout cas, ça va modifier profondément l'organisation des métiers et en révolutionner aussi certains autres. Je pense, j'entendais l'autre jour des imprimantes 3D qui impriment des gâteaux, et c'est déjà très fréquemment utilisé dans les paquebots. Les charpentiers qui utilisent la photographométrie pour pouvoir élaborer leur charpente, etc. Donc on voit que le numérique modifie profondément l'organisation des métiers et donc nécessité de se former plus longtemps. Alors ça passe pas forcément par un allongement de la formation initiale, quoique, mais aussi une meilleure articulation avec la formation continue des adultes. Parce que l'IA générative, qui va bouleverser de nombreux métiers, va certainement mettre sur le marché beaucoup de reconversions professionnelles. Et ça, il va falloir aussi l'affronter. En plus de la baisse démographique, il va aussi nous falloir affronter ces reconversions professionnelles qui risquent d'arriver en très grand nombre et qu'il faudra prendre en charge dans les organismes de formation sur ces sujets-là. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on va essayer maintenant de se projeter vers les solutions. Oui. Voilà, pour cette montée globale en compétences des Européens, parce que notre thématique est européenne.
même si la France nous intéresse tout particulièrement. Clément, bon, on l'a dit, l'arrivée des nouveaux métiers, les enjeux de transition, l'écologie, la démographie, le numérique, l'intelligence artificielle. Alors, question hyper facile. Quelle politique publique faut-il mettre en place pour résoudre tout ça, toute cette disparité de compétences, pour tout ça? Parce que finalement, c'est la place de l'Europe dans la compétition mondiale qui se joue. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. On va résoudre tout le problème. Non, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais il se trouve que j'y crois. On l'a dit, même si c'est sans doute une des périodes les plus compliquées pour faire de la prospective en termes de métier, de qualification de besoins, il faut quand même l'essayer. Parce qu'il vaut mieux une prospective qui se trompe un peu que pas de prospective du tout. Et d'ailleurs, la prospective, par nature, pardon de le dire de manière un peu décevante, se trompe. Je préside une structure qui a presque 80 ans, elle a connu différentes dénominations, rebondissements, le plan. Quand on a fini en quelque sorte avec les premiers plans, un peu gosse plans, hein, pardon, les sympathiques néanmoins, mais un peu prescriptifs, on disait il faut produire tant d'acier, de charbon, de blé, etc., région par région, site par site, ça c'était la partie des premiers plans de reconstruction, et pour cause, juste après-guerre, a été créée la prospective publique, pas inventée, mais on a fait les premiers exercices, mais glorieux prédécesseurs de prospective. On a dit il faut regarder la France, un peu moins l'Europe à l'époque, dans 10 ou 20 ans. Ça a commencé dans les années 60. On vient de relancer un exercice de prospective sur la démographie, sur les compétences, sur la question climatique, sur la question éducative, etc. On essaye avec des regards de chercheurs, avec des chefs d'entreprise, avec des partenaires sociaux, avec des personnes qui travaillent évidemment chez nous, etc., de regarder dans ces domaines ce qu'on peut imaginer comme grande tendance pour la France et l'Europe. Et on a un focus spécifique qu'on appelle pas très joliment dans notre jargon interne PMQ, prospective métier qualification. On découpe l'économie française en 90 métiers à peu près, grands métiers, et on essaye de voir, en échangeant avec les filières, en collectant les données de l'INSEE, de d'autres administrations publiques, ce qu'on peut estimer de mieux en termes de besoins et de compétences probables ou disponibles à horizon de 10 ans, 2035, et de manière évidemment plus incertaine, d'une génération de 25 ans, 2050. Alors ce qu'on sait, sans savoir ensuite comment complètement le prendre en compte, c'est que l'IA va sans doute impacter tout ça d'une manière qu'on ne peut pas quantifier en termes de rythme et même de secteurs concernés en réalité à horizon ne serait-ce que de 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, on rigolera en disant qu'on a pensé que la révolution de l'IA allait être très rapide et qu'en fait, elle met du temps à se diffuser dans les métiers, dans les filières. J'en sais rien. Bon, on va quand même essayer d'avoir la meilleure approximation possible. Ce qu'on sait aujourd'hui, pour essayer de faire le décor de ce travail de prospective et de planification, c'est qu'on a sorti, à travers ce qu'on appelle le Conseil national de la productivité, un rapport très intéressant il y a quelques mois, qui montre que l'usage de l'IA est en retard dans les entreprises, là je parle des entreprises, en France par rapport au reste de l'Europe et en Europe un peu par rapport aux États-Unis. 73% dans une enquête commune, hein, 73% des entreprises américaines disent utiliser l'IA d'une façon ou d'une autre de leur processus. C'est 70% de l'Union européenne à 27, donc c'est pas très loin. Bon, il faudra regarder un peu plus en détail, mais enfin ça donne une tendance. En France, c'est moins de 60%. C'est un écart considérable. Donc, une première chose pour essayer que la révolution des compétences, on ne la subisse pas, et là c'est plutôt français qu'européen encore, c'est de diffuser le maximum l'IA, mais y compris par des accords de branche, par la négociation sociale, parce qu'une fois qu'on a adopté une solution technique, on va sortir une étude en ce sens, c'est pas ça l'adoption de l'IA dans une entreprise, c'est essayer de voir sur quelles compétences c'est utile, comment on se l'approprie. Je le vois à très modeste échelle pour un petit organisme de recherche comme le nôtre, on se pose la question quand on fait des rapports, quand on traite des données, de savoir quelle solution technique on utilise d'ailleurs, quelle marque en gros, comment on l'utilise, comment on vérifie, etc., etc. Et c'est pareil dans toutes les entreprises, qu'on soit de l'automobile à la rénovation énergétique, il y a un impact IA, mais il faut l'intégrer en quelque sorte. Donc il faut quand même essayer d'avoir l'image qui sera un peu pixelisée, un peu floue, mais de nos compétences à 10 ou 25 ans, en intégrant évidemment cet effet ciseau que vous décriviez, c'est-à-dire à la fois l'IA, qui va être négative, si je puis dire, dans certains métiers existants, dans certaines filières existantes, mais enfin qu'il y a une révolution technologique qui est là. Donc il vaut mieux essayer de se former en continu et de l'adopter le plus tôt possible.
Et puis la démographie qui va avoir un effet, j'allais dire plutôt malthusien et décroissant, mais qu'il faut essayer aussi de compenser par des politiques de réduction du chômage, de travail plus longtemps dans la vie, éventuellement de robotisation, etc. etc. L'un pouvant en partie compenser l'autre. Donc ce n'est pas une réponse parfaite évidemment, mais il faut quand même qu'on essaye de se projeter, ne serait-ce que pour orienter nos filières de formation, etc. J'insiste sur 2 points rapidement. Vous avez évoqué la question européenne, je m'en veux de ne pas l'avoir mentionné directement, parce que c'est évidemment mon réflexe naturel d'Européens de service ou d'Européens convaincus. La question des compétences était très absente de tous les plans européens, budget européen, plans de projection, de prospective, Draghi, etc. Ça a changé, alors, parce que, sans faire de juridisme, ce n'était pas une compétence cœur, historique, même pas une compétence juridique du tout de l'Union européenne. Donc, évidemment, quand ce n'est pas une compétence, l'Union européenne ne s'en saisit pas vraiment. Mais on a quand même eu 2 grandes ruptures. Le plan de relance économique européen au moment de la Covid, où il y a eu de l'argent qui a été mis sur la compétence numérique, sur la formation, dans beaucoup de plans de relance nationaux et qui a accompagné des filières. Et puis aujourd'hui, le rapport Draghi. Alors, le rapport Draghi, ce n'est pas encore un plan d'action. Monsieur Draghi a fait le tour de toute l'Europe et on a tous dit c'est formidable, Monsieur Draghi, votre rapport. Maintenant, il faut quand même qu'au lieu de le célébrer, on lui rende hommage par l'action. Bon. Et je regardais, avant de venir, les propositions détaillées du rapport Draghi. Il insiste autant sur les questions d'investissement sonnant et trébuchant, à peu près 800 milliards d'euros d'investissements publics et privés supplémentaires nécessaires en Europe chaque année dans les années qui viennent, mais aussi sur la question des compétences. Et d'ailleurs, il insiste évidemment sur la question démographique, sur ce qu'on appelle la participation au marché du travail. Encore une fois, la meilleure compétence, c'est celle qui consiste à être sur le marché du travail pour se former. Et puis des questions sur lesquelles on n'est pas encore très bon en France, même par rapport à nos voisins européens, c'est formation continue, formation tout au long de la vie. Alors il y a des outils qui se sont développés. On a pris conscience et progressé dans nos outils de politique publique et de négociation sociale. Le compte personnel de formation en est un exemple. Mais il est clair que c'est ce type d'outil qui va falloir renforcer, parce que quand on ne sait pas, ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir s'adapter au cours de la carrière. Et donc qu'on ait la meilleure formation continue possible, initiale possible, pardon, mais aussi des outils de formation continue qui se développent. Ça veut dire que les entreprises l'organisent et organisent la flexibilité à cet égard, mais ça veut dire aussi qu'il y a des politiques publiques, y compris financières ou réglementaires, qui encouragent la formation continue, la formation tout au long de la vie, dans les 10-15 ans qui viennent, avec moins d'actifs que les générations précédentes et avec la révolution de l'IA en même temps. Il est évident qu'on aura besoin d'avoir ces outils français et européens de financement et de soutien à la formation continue. Alors finalement, vous le dites tous, hein, on est à un moment charnière, on le comprend. Hein. Pourtant, et je le disais en préambule, on met le pied sur la pédale hein, en ce moment sur l'investissement dans les compétences en France pour des questions budgétaires évidentes un peu pour tout le monde. On rabote les soutiens publics de partout et évidemment l'investissement dans les compétences en fait largement partie. En Europe, il manque aussi un peu d'élan, hein, comme vous dites, il faudrait concrétiser les choses, peut-être un peu de leadership dans le sujet à retrouver. Quand on n'a pas l'argent, Estelle Sauva, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire plein de choses. D'abord, commencer par être ingénieux. Je crois que c'est pas si compliqué d'être ingénieux. D'ailleurs, je pense que les bonnes idées en la matière supposent d'aller chercher au bon endroit le financement. Bon. C'est assez grave de s'engager dans une politique qui consiste à faire bouger à peu près tout un système, des acteurs de la formation professionnelle. Un apprentissage, même dans une entreprise, lorsqu'on investit dans un système, dans une chaîne de production, dans un changement robotique, on sait bien que le temps de capacité des acteurs à appréhender un système est assez lent, est assez long. Ça peut mettre 18 mois, 2 ans à infuser, voire quelques années à changer. Sauf que dans l'entreprise, tout s'est modifié sur la question de l'innovation, des R&D, dans des systèmes beaucoup plus courts, beaucoup plus rapides. L'IA a donné son dernier coup d'accélérateur. Nous, on fait tout l'inverse en politique publique, c'est-à-dire qu'on met des grands coups de booster et puis d'un coup, on coupe tout. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est le risque d'un enraillement majeur, en tout cas sur la formation continue, qui est devant nous et qui pourrait être assez gênant, alors même qu'on a les moyens d'avoir plein de bonnes petites idées, comme je le disais tout à l'heure, en étant ingénieux. D'abord, en remettant l'église au milieu du village. L'église, c'est qui ? C'est l'entreprise. Lorsque, pour ma part, je me suis commis de ce rapport en 2016 sur l'urgence
tendance à investir dans le capital humain, qui a servi d'inspirant de la loi sur l'apprentissage et la loi de 2018 du CPF, du PIC et de son modèle et ses instruments. C'était en appelant finalement à un modèle qui permet de mettre le plan de développement des compétences au cœur du système. Pourquoi ? Parce que tout se joue là où l'économie se joue. Sa rythmique est importante, son tempo est important. Et les bonnes idées sont assez simples. D'abord, il suffit de considérer que les acteurs doivent être responsabilisés. Qui sont les acteurs ? Celui qui est formé. On sait que la gratuité, dans une phase de raréfaction des moyens, n'est plus possible. Donc ce modèle qui est issu du traité de Rome, de la loi de l'or, doit être d'une certaine façon remis en question. Mais le juste équilibre se trouve. Moi, je sais très bien qu'à partir du moment où les contrats de travail, les statuts changent dans l'entreprise, vous avez aussi des deals, des ruptures du contrat de travail sur lesquels vous pouvez aller ponctionner un système de financement. Je pense juste, souvent je dis l'ICL, l'indemnité conventionnelle de rupture, quand on a 1,5 milliard de personnes, 1,5 million, 500 000 ruptures conventionnelles par an précisément, c'est un volume monstrueux en France, sur lequel il y a un volume d'ICL monstrueux. Eh bien, que tout le monde mette un peu sa part et sa contribution à la sécurisation professionnelle, quand on sait qu'on a autorisé toutes les lois sur la flexicurisation en France, me semble pas être une insulte pour faire face aux défis qu'on a devant nous. Si on veut que l'entreprise fasse son mouvement absolument nécessaire, moi je parle du groupe Alpha, je le préside aujourd'hui, j'ai été sa dirigeante, j'ai été historiquement la dirigeante d'une des activités majeures du groupe dans la sidérurgie française, puisque c'était le premier pôle de la reconversion de la sidérurgie et de la fin du charbon, qui a accompagné toutes les reconversions depuis les subprimes. De là où je me situe, il est facile de voir à quel point les grandes entreprises ont les moyens d'accompagner pour partie les reconversions de leur entreprise, en ont fait des choix politiques. C'est absolument faux dans les entreprises de taille moyenne et infra. Or, le réel de la reconversion se joue là. Et pourtant, on a fait quelques petits oublis sur les plans de développement des compétences il y a quelques années, en 2018, dans la loi de 2018. On n'a pas installé le plan de développement des compétences comme le bon deal, le compromis absolu, un cadre obligatoire de négociation tous les ans, alors que tout se joue à cet endroit. On a 7 fois plus d'accords dans les entreprises sur l'égalité homme-femme que nous en avons sur la question des compétences. C'est absolument terrible parce que à l'heure où on évoque tous les risques qui sont devant nous, à l'heure où l'entreprise n'a jamais bougé aussi vite et à l'heure où l'instabilité politique n'aide personne, le principal moteur entre les acteurs concernés n'est pas utilisé, n'est pas un levier. Ensuite, le financement, vous le trouvez et vous êtes capable, vous pouvez faire au passage à l'échelle par des instruments financiers. Le second rapport sur lequel on a travaillé plutôt avec France Stratégie, qui m'a beaucoup aidé en 2019, lorsque j'ai fait un deuxième cri d'alerte sur l'absolue nécessité d'utiliser les instruments financiers, c'est-à-dire tout ce qui relève de ce qui est mis à disposition par l'Europe et dont on peut se saisir. C'est à l'époque où on avait écrit ce qui étaient les premiers prêts garantis par l'État pour les compétences. Vous garantissez pour le risque 100 millions, on peut investir 1 milliard. Bon, ces mécanismes-là sont ingénieux. Il faut les utiliser. Il ne faut plus avoir peur de mettre un nom qui est investissement, c'est-à-dire euro, en considérant que le capital humain serait un coût. C'est le levier majeur de la croissance, de la compétitivité, mais surtout de la souveraineté de demain. Si on veut préparer notre futur, il est important de se remettre autour de la table avec quelques ingrédients ingénieux de cette nature. Alors, David Hélard, je reviens vers vous, mais d'abord, Clément Beaune, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse sur le rôle de l'entreprise dans ce sujet, en rebond à ce que vient de dire Estelle Sauvat ? Il sera évidemment majeur. Je prendrai peut-être 2 exemples. D'abord, pour définir, même quand on essaie de se poser la question, qui peut paraître très publique, si je puis dire, de faire un rapport, une étude, une analyse de prospective. Moi, j'ai souhaité, dans cet exercice qu'on fait régulièrement, prospective, métier, qualification, qu'on échange avec les fédérations professionnelles les plus nombreuses possibles, parce qu'on va évidemment collecter des données. Ce n'est pas juste au doigt mouillé en fonction des impressions de telle ou telle entreprise ou telle administration. C'est avec des bases de données, c'est un travail de recherche autant que possible. Mais si
Sur l'IA, par exemple, on n'interroge pas les secteurs comme le secteur de la santé, le secteur des professions juridiques, donc on dit très impactés potentiellement, et c'est probable par les questions de l'IA. On ne voit pas, on ne va pas chercher la bonne information, on ne va pas faire la bonne projection. Donc d'abord, même pour nos outils de politique publique, je ne le dis pas de manière démagogique pour faire plaisir ici, mais si on n'échange pas avec les entreprises, on va avoir un petit problème. Je préférerais que sur les qualifications, les compétences, on n'ait pas les mêmes impasses que dans un débat au hasard sur les aides aux entreprises où on ne sait même pas définir ce dont on parle. Bon. Donc, c'est important pour ça aussi. Je prends un exemple très récent. Je discutais ce matin avec le président d'un grand institut de recherche français, le CNRS. Je ne trahis pas notre conversation, je vous rassure, mais je lui parlais des projets européens. Est-ce que c'est facile d'avoir, quand on est un centre de recherche public, en l'occurrence, un projet des financements européens? Non. Mais pour notre sujet aujourd'hui, il me disait, moi je développe beaucoup de recherche fondamentale en lien avec des entreprises, c'est-à-dire on ne résout pas le problème de telle ou telle entreprise industrielle qui vient nous voir, on le fait aussi pour de la recherche très appliquée, en essayant de trouver une compétence mutuelle entre ces équipes de l'entreprise et puis le centre de recherche pour accompagner une solution technologique rapide. On fait aussi de la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on leur demande quelles sont les grandes tendances ou les grands besoins, on essaye d'avoir les travaux de recherche fondamentale focalisés sur certains de ces sujets. Bon, il dit par exemple sur un sujet là-dessus, qui touche aux compétences, qui touche aux technologies, il n'y a aucun programme européen dédié qui permet d'avoir des financements. Ce qui dit quelque chose aussi, pas seulement au niveau français, mais au niveau européen. Je ne peux pas aller vérifier les actions de tout le programme Horizon Europe, mais je le crois volontiers, qui néglige encore un peu l'entreprise dans ces sujets, soit de compétences, soit de recherche, soit d'innovation, d'investissement. Donc voilà, parfois, il faut aussi, non pas pour prendre pour argent comptant tout ce qui est dit dans le dialogue public-privé, mais qu'on se tourne quand même et en priorité vers celles et ceux qui effectivement forment. Et la meilleure formation, elle est malgré tout d'être sur le marché du travail, d'être dans l'emploi. Il faut une bonne formation initiale, on le voit dans tous les pays qui réussissent à la compétition internationale. On l'a tous dit, il faut une formation continue, ce qui veut dire parfois sortir de l'entreprise, se reformer, revenir. Enfin, c'est quand même, en étant actif dans l'emploi, la première politique de compétence, c'est la politique de création d'emplois. Vous les interrogez, vous, les entreprises, David Hélard? Toujours, systématiquement. On est très en relation avec les branches professionnelles et les entreprises dans le cadre de la rénovation de nos référentiels de diplômes. Il faut savoir qu'il n'y a aucun référentiel de diplôme professionnel qui n'est validé en commission professionnelle consultative sans participation des branches professionnelles et des acteurs de l'entreprise. Donc il nous aide à définir à la fois les activités professionnelles pour tel ou tel métier, et ensuite à définir les compétences qui sont nécessaires de mobiliser pour réaliser cette activité professionnelle. Donc on est en dialogue très très étroit avec toutes les branches professionnelles, même si parfois certains de nos diplômes, il n'y a pas de branche professionnelle en correspondance. Donc ça c'est aussi une difficulté. Mais je voudrais réagir sur un point. Vous avez un rapport sur les métiers en tension dans l'industrie, qui a été écrit par l'IGESR, l'IGF et puis l'IGAS, qui indique, par exemple, sur 170 000 apprentis et élèves en emploi un an après l'obtention de leur diplôme, on en a 36% qui ont suivi une formation industrielle. C'est très très peu. C'est largement insuffisant pour couvrir les besoins exprimés par ce secteur-là. Et 16% d'entre eux seulement ont un emploi dans le secteur pour lequel ils ont été formés. Donc on a un rendement très très mauvais où des jeunes occupent un emploi pour lequel ils n'ont pas été formés. Donc ça, c'est un sujet très très important. Donc il nous faut ça veut dire qu'il faut rendre notre appareil de formation plus agile, plus adapté, plus adaptable. Alors, il nous faut il y a des leviers qui existent aujourd'hui, qui sont déjà financés, donc il n'y a pas besoin de dépenses supplémentaires, mais qui ne sont pas suffisamment mobilisés par les établissements. Je vais en citer un. Vous prenez le dispositif Ambition Emploi, qui va bientôt changer de nom et s'appelait Avenir Pro Plus, où des jeunes diplômés sont accompagnés par l'établissement, par les missions locales, en relation étroite avec une entreprise qui exprime les besoins pour faire, en quelque sorte, une préparation opérationnelle à l'emploi. C'est-à-dire préparer le jeune, par exemple, jusqu'au mois de décembre, avec 10 semaines de stage, un complément de formation sur des compétences négociées avec l'entreprise, eh bien, pour le préparer à l'activité professionnelle qu'il aura à exercer dans l'entreprise. Bon, ça existe. C'est déjà financé côté éducation nationale
et ce n'est pas suffisamment mobilisé aujourd'hui. Donc il y a tout un travail aussi à faire avec nos enseignants pour aller plus loin que la diplomation et aller, au-delà de cette diplomation, vers l'accompagnement, vers l'insertion professionnelle. Voilà, il nous faut aussi reconfigurer notre appareil de formation pour le rendre plus agile, notamment en fin de cycle de formation. C'est tout l'objet du développement des certificats de spécialisation, c'est-à-dire des Bac+1, qui permettent de rallonger finalement le temps de formation, mais sur une formation très professionnalisante, avec beaucoup d'heures d'enseignement professionnel, et sur des contenus qui sont effectivement étroitement négociés et discutés avec les entreprises et les secteurs. Et ça, voilà, une formation d'un an, c'est plus facile à installer dans une carte des formations pour une région académique qu'une formation de 3 ans, c'est moins coûteux, etc. Et c'est plus agile, c'est plus rapide à rénover. Donc il nous faut, déjà, si on arrive à agir sur ces deux leviers-là, eh bien, on arrivera à améliorer le rendement, eh bien, qui est très mauvais actuellement, de ces jeunes qui sont formés, qui n'occupent pas un emploi pour lequel ils ont été formés. Clément Beaune, vous disiez tout à l'heure, la meilleure formation, c'est d'être sur le marché du travail, créer des emplois. J'ai une question qui est un peu à la frontière de notre sujet, mais faut-il travailler plus ? Oui. Je vais reprendre mon sujet démographique, parce que c'est quand même structurant. Quand on va avoir une population... on a déjà une population en âge de travailler, c'est-à-dire sa population en âge de travailler, c'est 15-64 ans, une convention, qui est au bord de la diminution, qui va commencer à diminuer dans les 3-5 ans qui viennent. On a compensé ça, c'est-à-dire que pour une catégorie d'âge donné, on a moins de monde en nombre. On a compensé ça pour l'instant par une amélioration ces dernières années du taux d'emploi. C'est-à-dire que dans cette catégorie-là, il y a plus de gens qui travaillent, très simplement. Bon. Notamment, pas que, mais notamment par les effets de précédentes ou de récentes réformes des retraites. Bon. Parce qu'il y a une entrée, une sortie sur le marché du travail, si je puis dire. Évidemment, il y a des sorties subies, c'est le chômage en cours de carrière, mais il y a l'âge auquel on rentre sur le marché du travail. On parle de diplôme et de compétences depuis le départ. Tout n'est pas dans la formation la plus longue possible, mais enfin quand même. Donc on n'a pas envie dans la société de réavancer l'âge d'entrée sur le marché du travail, fondamentalement. Si on veut des compétences et de la formation longue, on va plutôt avoir un âge d'entrée sur le marché du travail qui va rester relativement tardif par rapport aux générations précédentes. Mais il y a la sortie, et ça c'est l'âge de départ en retraite. Je ne rentre pas sur les paramètres de la future nécessaire réforme des retraites, parce qu'il en faudra d'autres. Mais il est clair que même s'il n'y avait pas de, je ne sais pas comment il faut dire, suspension, on a montré dans une note qu'on a sortie mardi, encore en moyenne 3 ans en dessous des pays de l'OCDE et des pays de l'Union européenne. Bon. Donc il est clair qu'il n'y a pas de mystère. Si on a un choc démographique, ce n'est pas qu'une question de financement de notre système de protection sociale, et qu'on ne veut pas produire moins parce qu'on pense que ce serait un problème, eh bien, il faut soit qu'on ait des ruptures technologiques, une productivité qui augmente, robotisation, tout ce que vous voulez, bon, remplacer du travail par du capital ou de la productivité, soit travailler plus, soit de l'immigration économique. On ne peut pas refuser les 3 débats. Voilà. Et j'ai parfois l'impression qu'on refuse les 3 débats. On est un peu là-dedans quand même. Et la question de l'âge, je ne parle même pas du paramètre, âge légal, pas âge légal, durée de cotisation, etc. La quantité et l'âge moyen auquel on quitte le marché du travail, il va falloir l'augmenter, ça c'est inévitable. Juste en un mot, Estelle Sauva, parce qu'on vous sent quand même bouillonner sur ce sujet. On sent que vous passez pas un coup de gueule aujourd'hui, mais on sent quand même que face à tout ce qui est en train de se passer sur formation, apprentissage, vous avez des messages à faire passer. Faites-nous passer vos grands messages là maintenant. Après, on vous donne la parole. Je vais essayer de le faire court, mais oui. Au plus rapide. Mais en fait, le principal risque, c'est de faire décrocher tout un système d'acteurs sur la formation. On a déjà un risque majeur sur l'éducation des petits. Et on le sait, malgré les efforts qui ont été menés, le dédoublement des places, l'investissement. On investit 200 milliards d'euros dans ce pays sur notre système éducatif. L'ADEPE le mettait en évidence, ce qui est plutôt un investissement majeur. Donc on a un enjeu de rendement évident sur ces questions. De là, on a aujourd'hui beaucoup investi dans la formation professionnelle. Sur ces 200 milliards, on en a rajouté plus de 20 milliards entre la question de l'apprentissage et du CPF. C'est pas rien. Et il faut le valoriser, c'est un travail
absolument incroyable qu'a réalisé le plan depuis 2017. Donc cette intention nationale portée, dont l'Europe s'est inspirée, est en train de nourrir les nouveaux inspirants de l'Europe parce qu'elle est consciente que jouer sa compétition entre les deux grands majeurs que sont le bloc outre-Atlantique et les Chinois se jouera sur le terrain des compétences pour le futur. Et c'est maintenant que les grandes décisions sur le budget 27-34, donc jusqu'en 2035, se joueront. Qu'est-ce que je dis? Je dis simplement que nous, pendant ce temps-là, en France, on est en train de se chamailler sur des décisions semaine après semaine qui sont en train de créer les conditions d'un décrochage des acteurs et des opérateurs. On a mis 5 ans à les faire bouger. C'est très très long de faire bouger un système de la formation professionnelle. Et donc je dis simplement qu'il est important d'en prendre conscience maintenant. Les entreprises, alors j'entends les branches professionnelles, moi je vais jusqu'au nano-mouvement, c'est-à-dire les acteurs sont aussi les entreprises, les DRH, des élus du personnel et les salariés peuvent assez vite s'entendre sur la façon de faire bouger les moyens et l'investissement dans une entreprise. On a les moyens de s'entendre très rapidement pour décrocher l'État du financement. L'État a pris une substitution absolument incroyable parce qu'elle a voulu engager cet investissement en France et c'était bien. Mais aujourd'hui, elle emporte 90%, là où les entreprises n'emportent plus que 10%. Il faut rééquilibrer ça parce que le sujet importe les entreprises et pas que les branches. Donc pour faire ça, il faut trouver des leviers, c'est assez simple. Et donc moi j'en appelle évidemment à un sursaut sur ces sujets parce que lorsqu'on voit le décrochage de l'apprentissage, qui est un levier assez mécanique, qui a été certes probablement beaucoup trop boosté pendant la phase du plan de relance post-Covid et pour de bonnes intentions, mais il a été boosté pour des aides à l'entreprise très très forte. Je pense que en décrochant cela et en remettant les coûts contrats au bon endroit, c'est un peu de technique tout ça et un peu de techno, il y a probablement eu un trop gros boost au départ. Bon, c'est pas grave. Mais le pire, ce serait d'avoir l'effet de balancier qui arrête et qui freine trop fortement le système. Et c'est précisément le momentum dans lequel nous nous situons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle moi j'ai un cri d'alarme sur ces sujets, parce que je suis assez consciente pour voir ce qui se joue actuellement dans les entreprises sur l'intelligence artificielle, dont on développe en ce moment beaucoup de mesures d'impact de l'intelligence artificielle sur les tâches, les emplois, en volume, en nombre, en éléments de prospective, on va dire très concrète, pour évaluer la façon dont les services, les métiers vont être amenés à bouger. Ne serait-ce que prenons celles qui font de l'appel téléphonique tous les jours. Bon, on sait que grosso modo, 80% de ce métier est remplaçable de façon absolue par les nouveaux outils de l'intelligence artificielle. Ils sont déjà là. Prenez des acteurs comme, je vais en citer quelques-uns, comme les acteurs de type Téléperformance, les plateformes au Maroc, etc., etc. Nous sommes actuellement dans ces dossiers. Nous n'avons jamais été aussi présents actuellement, et tous nos experts, nous on est à peu près 1 millier, donc on voit la moitié de l'économie française sur ces sujets, on est évidemment en alerte. Donc c'est le moment où je dis, il n'est pas compliqué au fond de conserver au-delà des questions du travail un système de formation continue qui permet d'une certaine façon d'accompagner et de supporter ces nano-transformations parce qu'elles sont des micro-transformations de l'économie. On a un décrochage de 15% par rapport aux autres pays européens. On a 40% des savoirs de base connus par les Français versus le reste des pays européens. Donc c'est un décrochage de 15%. Malgré le fait qu'on y mette beaucoup d'argent, on a je ne dis pas une aversion, mais en tout cas, vous le citiez tout à l'heure, une difficulté à s'emparer de ces sujets de façon spontanée. Bon, il n'y a que le système de la formation dans ou à côté de l'entreprise qui peut nous permettre de jouer cette partition demain. On joue ce grand décrochage, on décrochera à peu près, et c'est toute l'économie qui décrochera sur un moment assez crucial de la révolution technologique qui est celle des entreprises aujourd'hui. Voilà, j'ai été un peu brouillonne, mais je voulais quand même vous donner. Mais je crois que le message est passé. David Miller, je vous ai vu prendre des notes avant qu'on passe la parole au public, parce qu'évidemment cet événement est aussi le vôtre. Vous vouliez, je vous vois gribouiller, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit? Oui, dans le développement de l'apprentissage et la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'objectif c'était de développer l'apprentissage sur des niveaux de qualification 3, 4 et 5.
Et puis finalement, on observe que ça ne s'est pas développé au bon endroit, puisque ce sont plus les formations du supérieur, et notamment au niveau licence, master et doctorat, qui ont bénéficié des avantages de cette loi et se sont développés assez fortement. Et en plus, dans des secteurs plutôt tertiaires ou de services et pas dans le secteur industriel. Donc il y a sans doute un enjeu de régulation, meilleure régulation de cette offre de formation par apprentissage pour pouvoir mettre les moyens au bon endroit et faire en sorte que nous puissions alimenter les besoins des secteurs économiques. Et puis après, sur les renforcements des savoirs fondamentaux, vous l'évoquiez un petit peu dans vos propos, voilà, on a beaucoup investi sur le renforcement des savoirs fondamentaux depuis l'école primaire et à tous les niveaux de formation. Notre problème, c'est que nous, on est un système à dynamique lente. Et que les résultats, ils ne s'observent pas immédiatement. Et donc, ça s'inscrit dans la durée. Et donc, c'est difficilement compatible avec l'urgence qui est devant nous, sur ces besoins en compétences immédiats exprimés par le secteur économique. Alors, il y a des micros qui doivent se balader quelque part. Et madame a une question. Merci. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos explications. J'ai une question sur la lenteur des effets. Vous avez expliqué qu'il y avait eu les dédoublements dans les classes CP, CE1 et vous expliquez fort bien qu'il faut du temps pour voir les effets. N'empêche que l'enquête Teams, qui porte sur les élèves de CE1 ou CE2 peut-être, la dernière enquête, elle a lieu plusieurs années après la mise en place du dédoublement et elle ne montre non seulement pas d'amélioration d'un score qui était déjà mauvais, mais une dégradation. Donc, si 3 ans après, si après la mise en place d'une mesure qui touche les tout petits, si 3 ans après cette mesure ne se voit pas dans les résultats, que fait-on ? Vous touchez du doigt le sujet de la formation des enseignants. Actuellement, il n'y a pas de plan de développement de compétences établi dans les établissements. Il n'y en a pas. Les enseignants se positionnent sur des formations qui sont disponibles sur étagère, se positionnent ou non d'ailleurs sur ce type de formation, mais il n'y a pas de stratégie d'établissement pour élaborer un plan de développement de compétences à l'échelle d'un établissement pour dire voilà, dans nos besoins en compétences pour pouvoir former correctement nos jeunes, avec l'ensemble des personnes disponibles dans l'établissement, on a telle compétence disponible, puis on a des trous dans la raquette dans telle autre compétence. Et donc, il serait bon de prévoir, de mettre en place ce plan de développement de compétences dans les établissements pour pouvoir élaborer collectivement une stratégie sur le positionnement des enseignants sur telle ou telle formation, de façon ensuite à organiser en retour de formation une mutualisation des acquis permis par ces formations et accélérer la montée en compétences de l'établissement. Donc il y a ce levier-là aussi de la formation des enseignants et puis de stratégie plus globale de développement des compétences à l'échelle des établissements qu'il nous faut actionner et qui sont aujourd'hui pas suffisamment mises en œuvre. Merci. J'avais vu d'autres bras se lever. Profitez-en. Alors, j'ai des petites choses qui arrivent par là, mais ça ne marche pas en fait. Alors, suite à l'exercice du parcours ambition emploi cité par M. Hélard, le peu d'efficacité n'est-il pas dû à cette mission rémunérée par le dispositif du pacte très opaque qui devient juste un outil de gestion managériale à la discrétion du chef d'établissement? Bon, il n'y a que vous qui comprenez cette question. Oui. Je parlais des moyens disponibles dans l'établissement pour pouvoir mettre en place ces dispositifs. Bon, le pacte, qui est une rémunération sur mission réalisée par l'enseignant, en plus de son service habituel, est un levier pour permettre cette mise en œuvre. Voilà. Ce volet-là n'est pas suffisamment saisi par les enseignants
pour pouvoir accompagner les jeunes vers une insertion professionnelle. Il y a encore un changement de culture à opérer où, pour l'instant, beaucoup d'enseignants et d'établissements considèrent que notre rôle, c'est de diplômer les élèves. Évidemment, il est éminent, ce rôle-là, mais il nous faut maintenant franchir une étape supplémentaire et accompagner vers l'insertion professionnelle, mieux accompagner vers l'insertion professionnelle avec des partenaires, avec France Travail, avec les missions locales, etc., plus en coopération, de façon à pouvoir mieux les insérer. Merci beaucoup. Alors, je suis allée un peu vite. Clément Beaune avait un complément de réponse à vous apporter. Non, c'est dans le même sens que ce qui a été dit sur les enquêtes Teams. On a fait une espèce de grande synthèse la plus à jour possible des différentes enquêtes, parce qu'on cite souvent PISA, mais il y a un certain nombre d'enquêtes de comparaison internationale plus spécifiques à certaines matières et qu'il faut aussi prendre en compte. Alors ça n'améliore pas l'image globale, je ne veux pas être trop pessimiste, mais enfin même plutôt l'inverse. Il y a quand même plusieurs phénomènes qui sont intéressants. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas tout à fait. On comprend bien qu'on n'a pas des bonnes performances en comparaison internationale. Alors, il y a eu un petit effet quand même qui est dur pour lire l'impact des réformes récentes en France comme ailleurs, c'est qu'il y a la période Covid qui a fait quand même décrocher un peu tout le monde, et ce n'est pas une excuse si je puis dire, mais c'est quand même probablement effectivement dans la prochaine enquête ou les prochaines enquêtes qu'on verra en France comme dans les autres pays, la tendance nouvelle, si je puis dire, est de possibles améliorations. On est moins bon en comparaison internationale en primaire qu'en fin de collège. Ce qui, alors c'est pas une stigmatisation de l'enseignement en primaire, mais ce qui peut quand même dire, si on est positif, que on a un système d'enseignement qui rattrape en partie une partie du décrochage qu'on constate au début. Bon. Et puis il y a des choses, quand je disais qu'on n'expliquait pas tout, on sait, ça c'est documenté par les enquêtes internationales, qu'on est particulièrement décroché en maths, c'est très préoccupant. Honnêtement, je parle sous contrôle de plus experts que moi, on ne sait pas complètement expliquer pourquoi on est spécifiquement décroché à âge égal en maths, en calcul, par rapport à d'autres matières. Parce qu'on pourrait dire on ne forme pas assez bien nos enseignants, on ne les aide pas assez, etc. Mais a priori, il faut le creuser un peu, pas spécialement plus en maths qu'ailleurs. Alors c'est d'ailleurs une des missions que nous avait confiée l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, j'espère l'actuel ministre aussi, on en discutera en quelques jours, pour essayer de creuser spécifiquement cette question de la formation des enseignants. Est-ce que c'est un handicap? Et d'abord, les enseignants sont les premières victimes par rapport à d'autres pays européens. Ce qui est vrai, c'est qu'on a une spécificité par rapport à la plupart des pays de l'OCDE, la plupart des pays européens, je parle sous votre contrôle, monsieur l'inspecteur général, c'est qu'on ne forme pas nos enseignants avec une filière dédiée post-licence. Un des axes de la réforme de l'enseignement, de la formation des enseignants portée par les deux ministres précédents, c'était de dire qu'il faut qu'on ait une formation spécifique sur le métier d'enseignement, niveau master, mais qui commence à être en quelque sorte qualifiante sur le métier lui-même, au-delà du contenu de la formation, de la filière de formation, à partir de la licence, ce que font tous les pays européens avec plus de mise en situation, avec plus d'exposition à l'enseignement direct avant de prendre complètement ses compétences. Il y a quand même, je cite une dernière enquête de mémoire de l'OCDE qu'on a mise en évidence dans cette note sur le niveau scolaire que je recommande. C'est du déclaratif, mais c'est quand même intéressant. On est dans, je crois, c'est 6 pays européens qui sont comparés, en l'occurrence, Royaume-Uni, Belgique, Suède, France, etc. On est de loin le pays où, quand on demande aux enseignants eux-mêmes s'ils sont bien préparés quand ils commencent leur carrière sur affronter, pardon de dire comme ça, la classe, à la fois sur le plan pédagogique et pédagogique, technique d'enseignement et des matières enseignées, eux-mêmes sont 4 fois inférieurs à la moyenne européenne à dire qu'ils sont bien préparés. Alors peut-être qu'on est plus pessimiste collectivement dans tous nos métiers, mais enfin, il n'y a pas que ça. Donc il y a quand même un sujet, encore une fois, qui n'est pas une critique, qui est subi ou vécu par les enseignants eux-mêmes, je crois qu'on peut le dire, sur lequel il faut qu'on mette l'accent, plutôt que de dire on n'est pas bon en maths, on n'est pas bon en maths. Je crois qu'il y a vraiment ce sujet de formation des enseignants par rapport aux autres pays européens, et ce malaise qui est ressenti. Et quand on voit ensuite la crise de l'attractivité, les moindres représentations au concours, etc., c'est lié. C'est aussi parce qu'on a l'impression, il y a des questions de rémunération, il y a des questions de valorisation, etc., mais il y a aussi beaucoup les questions de est-ce qu'on prépare bien, dans un métier difficile, celles et ceux qui vont former aux compétences nos plus jeunes. Merci pour ce complément. Madame. Merci. Oui, bonjour. Voilà, je suis enseignante en classe préparatoire, mais j'ai eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, d'enseigner dans un... Pardon, je me lève. Bon. Au niveau primaire, en fait.
dans une école française à l'étranger et j'ai été inspectée à ce moment-là. Et en fait, il m'avait été reproché de faire des dictées au quotidien par l'inspecteur. Voilà, les dictées n'étaient pas une obligation, tout comme les devoirs à la maison le soir. Voilà. Et moi, en fait, par cette expérience qui a duré 18 mois au niveau primaire, je me suis rendu compte qu'effectivement, en fait, dans les programmes, en fait, on nous demande de fonctionner par projet. Et en fait, toutes les 45 minutes, on va mobiliser les enfants sur une thématique qui va être différente. Donc, on va faire des maths, on va faire du français, on va faire de l'art plastique ou je ne sais quoi. Et en fait, il n'y a pas d'itération en fait, dans les apprentissages. Moi, je trouve que et de rituels qui sont mis en place. Et moi, je trouve qu'en fait, on récupère des élèves donc, qui étaient effectivement, qui sont passés par les primaires, qui, au niveau du collège, ont pareil abandonné en fait le français. Enfin, je sais pas, il y a des compétences qu'on oublie, des fondamentaux qui sont oubliés. Et moi, je me retrouve avec des élèves maintenant qui sont en prépa et qui écrivent les entreprises sans S et ligne d'après, les entreprises ENT. Et je me dis, bon, on parle de compétences et d'éducation. Là, il y a quand même on est démunis, nous, par rapport à ça. Donc, est-ce que dès la primaire, en fait, il n'y a pas aussi à repenser les programmes et la façon dont on apprend? Est-ce que c'est la peine de faire réfléchir les enfants? C'est des petits schtroumpfs, ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un temps pour tout, en fait? Voilà. Merci pour votre partage de vécu. Je ne sais pas si ça appelle réponse ou solution de la part de nos intervenants, si c'est une réalité qui est vécue, comme vous le disiez, subie par les enseignants au quotidien. Écoutez, personnellement, j'ai toujours bien aimé dicter. Voilà. Non, mais enfin, on a l'impression de devoir vider aussi l'océan à la petite cuillère. Donc, voilà, donc il ne faut surtout pas se décourager et puis bien mettre en œuvre. Là, les programmes de l'école primaire, ils sont régulièrement rénovés. Et voilà, j'espère qu'on apprend de ces erreurs et puis qu'on arrive à surmonter ces défis. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est dans le temps de vie de l'élève, il est 17% de son temps de vie sur une année scolaire. Il est 17% de son temps de vie à l'école, dans une classe, devant un professeur. Il est 23% de son temps de vie dans l'établissement. Donc ça comprend les 17% devant un enseignant. Le reste, il est ailleurs. Il est 27% de son temps de vie devant des écrans. C'est plus important ou pas? Ça dépend des parents. Voilà. Mais enfin, je cite un travail d'un chercheur qui a fait récemment une intervention devant les inspecteurs généraux. Et donc, bien souvent, les enfants sont plus souvent devant un écran que devant un professeur. Bon, voilà. Tout ne relève pas forcément que de l'école, sans doute. Alors, du coup, j'ai des questions qui arrivent par la tablette. J'en ai une qui, certainement, Clément Beaune vient demander un peu de précision par rapport à ce que vous avez dit. Comment faire pour mieux former les, j'imagine, professeurs? La tablette ne marche pas bien. Alors je serai très modeste sur ce point parce je ne suis pas en tout cas spécialiste de la formation éducative et enseignante et il y a eu beaucoup de travaux sur ce sujet, donc je ne vais pas prétendre avoir trouvé en quelques mois de travail de nos équipes sur ce sujet la martingale malheureusement. Mais c'est quand même clairement, en tout cas quand on regarde notre système éducatif par rapport aux autres systèmes européens de pays à peu près comparables, la différence factuelle principale, elle est là. Parce que les écrans, c'est évidemment un défi majeur qui est croissant. Mais enfin, on ne regarde pas plus, pas moins les écrans en France qu'ailleurs, ou peut-être à quelques détails près. Mais enfin, ce n'est pas une révolution qui concerne que la France. Donc, de même, certains ont dit c'est nouvelle génération, un rapport au temps libre, un rapport aux écrans, mais d'autres choses. Bon, mais ça, les petits Français, les petits Allemands, les petits Anglais, a priori, ils ne sont pas si différents. Bon. Donc, il y a quand même un sujet là-dessus à creuser. C'est pour ça que quand on avait remis ce rapport sur la synthèse, on avait pris des études internationales existantes, mais de nos décrochages, de nos points forts et de nos points faibles, surtout de nos points faibles dans l'enseignement, enfin dans les résultats éducatifs, on avait proposé à Elisabeth Borne à l'époque, et on va le continuer, présenter un rapport d'ici le début de l'année, au début de l'année prochaine, sur ce sujet spécifique de la formation des enseignants. Est-elle un des facteurs
de difficultés. Encore une fois, ce n'est pas une critique des enseignants, c'est subi largement aussi, mais pour améliorer nos résultats dans les années qui viennent. Voilà. Un complément aussi à faire au niveau des financements. Alors on propose des stages CEFPEP, c'est-à-dire dans le domaine qui est l'enseignement professionnel que je connais bien, des stages CEFPEP qui consistent à des enseignants qui sont en immersion dans des entreprises, pour pouvoir acquérir des compétences sur une technologie particulière qui est mise en œuvre par cette entreprise. Ce sont des stages qui sont en général réalisés pendant les vacances scolaires, notamment pendant l'été, début de l'été ou fin de l'été. Donc ça, c'est un levier qui est extrêmement intéressant d'actionner. On a aussi, dans le cadre des financements sur les appels à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, des campus des métiers et qualifications, par exemple, qui peuvent financer la formation d'enseignants, c'est-à-dire qu'on peut extraire un enseignant sur une durée beaucoup plus longue pour le faire monter en compétences parce qu'il y a des rénovations de référentiels à venir, des nouvelles technologies qui émergent, etc. Et un besoin de monter en compétences sur un temps long, et donc financé par ces AMI CMA, qui financent donc le remplacement de l'enseignant dans la classe pendant qu'il est en formation, et puis après un retour en formation de cet enseignant. Donc il y a des leviers qui existent, mais encore une fois, ne sont pas suffisamment encore mobilisés aujourd'hui. Alors, un peu passons du coq à l'âne. L'intelligence artificielle peut-elle compenser le déclin de la population active en soutenant la productivité du travail? Serait-ce une solution efficace? C'est une question, il y a un point d'interrogation à la fin. Le point d'interrogation est bien placé, parce que oui, sans doute, avec des effets de redistribution, de réallocation, comme on sait dans toute révolution technologique. Oui, sans doute. Si la question sous-jacente, c'est est-ce que ça peut éviter les autres débats, et notamment celui sur le temps de travail au long de la vie, je ne crois pas. Voilà mon sentiment. Je ne suis pas économiste, mais je ne crois pas. Là aussi, à un moment, je ne résume pas la vie à une compétition, mais on est dans une compétition internationale des compétences, du commerce, et on le voit, elle va plutôt se durcir que s'assouplir, si on peut le dire ainsi. Bon, donc il y a quand même une technique dans ces cas-là, je n'ai pas été chef d'entreprise, mais il y a une technique dans ces cas-là, c'est quand même de ne pas être trop décroché par rapport aux autres. Bon. Donc en tout cas, ça ne peut pas nuire d'avoir quand même une capacité de travail supplémentaire collective. Voilà. Donc si on se dit en gros l'IA va résoudre nos problèmes, elle va en créer sans doute, elle va en résoudre, ça dépend un peu de nous, mais on est plutôt en retard sur l'IA, et son adoption dans le monde économique et dans l'entreprise en France par rapport à l'Europe, je le disais, en Europe par rapport à nos grands concurrents internationaux. Ce n'est pas irrémédiable et irréversible, mais c'est déjà grave. Et en plus, on est décroché sur la quantité de travail. Donc la somme des deux ne risque pas d'aller forcément dans le bon sens. De faire pencher la balance dans le bon sens. Madame. Bonjour et merci. Monsieur Beaune, je voudrais revenir sur quelque chose, j'ai peut-être mal compris, mais vous disiez que cette réforme du master pour les enseignants allait permettre de faire plus de terrain en formation pour nos enseignants. Alors, je suis un peu surprise, je travaille dans cette formation et il me semble que les enseignants, enfin les futurs enseignants actuellement sont déjà beaucoup en stage sur le terrain. Je prends l'exemple dans notre académie à Rennes, nos étudiants à SES sont du lundi au mercredi en stage, en Master 2, auprès d'élèves et reviennent en formation déjà. Enfin, voilà, ça ne semble pas être une grosse innovation sur ce plan-là. Et du coup, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas à se questionner pour nos tout-petits, en particulièrement sur la question des rythmes scolaires, avec des enfants qui, aujourd'hui, dans certaines villes, font école de 8h30 à 16h30, vont à l'école le mercredi matin, partent en vacances 2 mois l'été, avec, pour certains enfants, des vacances qui sont une véritable coupure de toute éducation quelque part, dans le sens où ces enfants parfois n'ont accès à que très peu de choses, en particulier des mondes ruraux. Et la question également aussi de la mixité sur le terrain, avec des cartes scolaires qui sont contournées. Et est-ce que finalement, certes la formation des enseignants, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux que cette formation des enseignants? Alors on s'éloigne un poil de notre sujet, mais voilà, on est holistique, hein.
Non, deux mots. Je ne donne pas de leçon sur ce sujet parce que je ne suis pas spécialiste des différentes réformes des années précédentes sur la formation des enseignants. Simplement pour dire, et vous le savez mieux que moi, qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours sur la nature de la formation des enseignants, ce qui est sans doute un problème en soi. Qui d'ailleurs, dans les enquêtes qualitatives, on a publié une inédite pour le coup sur le vécu. J'aime pas trop le mot, mais enfin c'est le terme en l'occurrence des enseignants. Et beaucoup disent, au-delà même des questions de rémunération, un des problèmes qu'on ressent dans notre métier, c'est qu'on est ballotté de réforme en réforme. Mais quand même, sur les comparaisons internationales, ce qui est une des singularités, pour l'instant je ne la qualifie pas, on va essayer d'évaluer, mais une des singularités françaises, c'est qu'on est moins souvent et plus tard que dans les autres pays dans une filière dédiée à l'enseignement. Et j'ai compris, moi, que la réforme annoncée en mars, elle visait pas seulement à remettre encore plus de temps de pratique pédagogique avant de basculer dans l'enseignement à plein temps, mais qu'elle visait aussi à avoir une filière, enfin un niveau master, dédié aux techniques et aux métiers d'enseignants. Je reprends le chiffre que je donnais de l'OCDE tout à l'heure, les comparaisons de 6 pays de l'OCDE tout à l'heure. Je le cite de mémoire, mais je crois que c'est le border de grandeur. C'est 28% en Angleterre, en Belgique, au Danemark, en Suède, en moyenne, des enseignants qui disent qu'ils sont bien formés, ce qui n'est déjà pas énorme, pour affronter leurs premières années d'enseignant. C'est 7% en France. Donc en tout cas, c'est quand même vécu comme un malaise profond. Je ne dis pas que c'est ça qui va tout résoudre, et certainement pas, mais un peu de stabilité et un peu d'inspiration de nos partenaires européens là-dessus serait peut-être une des pistes. C'est la question des rythmes scolaires, ça je ne m'y risque pas. Il y a une convention citoyenne qui est en cours sur les temps de l'enfant, pas seulement les rythmes scolaires. Donc ça, j'avoue qu'on n'a pas fait de travail là-dessus. Je sais que c'est une question qui est beaucoup revenue, où il y a aussi pas mal d'allers-retours sur la dernière décennie, comme on sait, mais je n'ai pas, en tout cas moi, sur le plan, disons, de la recherche ou scientifique ou des comparaisons internationales, d'éléments qui montrent une raison de décrochage français liée à cette question, peut-être, mais en tout cas, moi, j'en ai pas de démonstration, d'éléments robustes à fournir. Alors, on a le temps pour une dernière question. J'avais l'impression qu'on avait une... Non, on a répondu à toutes vos questions. Vous avez le temps d'aller prendre un café entre deux sessions, grâce à nous. Bah écoutez, merci à chacun d'entre vous, merci à vous.